Journaliste et présentateur du journal télévisé de TF1, comment est née la passion? De plusieurs façons. La passion est née de plusieurs façons, en regardant moi-même, en écoutant la radio d'abord et en regardant la télé ensuite, et en m'intéressant à l'actualité. Enfin, c'est une forme de curiosité que j'ai eue pour quasiment tous les sujets, un peu tout. Et cette curiosité, je la retrouvais en regardant le journal télévisé gamin et en écoutant beaucoup la radio. Et je me suis dit à un moment, tiens, c'est ça que je veux faire. Donc au départ, c'était une envie. Et puis c'est vrai que petit à petit, c'est devenu quand même une passion. Et ça le reste. C'est ça qui est bien, malgré l'évolution de la société, malgré l'évolution de l'information, malgré les réseaux sociaux, malgré beaucoup de choses qui ont changé depuis le journal de presse écrite où je faisais un petit entrefilet. Sans internet, sans téléphone portable, sans ordinateur, sans rien. Éventuellement des pièces dans ma poche pour appeler une cabine téléphonique ou des choses comme ça. C'est parti de cette époque-là quand même. Donc c'est vrai que la radio a une grande importance et les débuts aussi encore de la télé, c'était une vraie curiosité que j'avais. Oui. Durant votre jeunesse, aviez-vous des journalistes ou des présentateurs favoris? Alors oui, j'en ai eu dès le départ, qui s'appelait François Chalais, grand critique de cinéma, mais en même temps un homme avec la voix très particulière et une écriture très belle, très particulière. Et je trouvais que ce type avait d'abord une prestance incroyable et ensuite que ses interventions étaient toujours très écrites, très belles. Enfin, quand il faisait la critique d'un film, c'était déjà le film, sa critique. Bon. Et donc j'ai eu de l'admiration pour cet homme-là qui m'a, je dois dire, mis le pied à l'étrier en m'accueillant à Europe 1, Europe numéro 1, on disait à l'époque, et qui m'a introduit pour la première fois de ma vie dans un studio de radio qui m'intriguait au plus haut point. Après il y a eu Jacques Paoli, toujours à Europe numéro 1, qui lui m'a mis le pied à l'étrier en me faisant faire des petites choses dans une émission qui s'appelait à l'époque Carré Bleu. Et puis Jean-Pierre Farkas, qui était patron de l'info de France Inter et qui m'a fait remonter à France Inter à Paris alors que j'étais à Avignon. Jérôme Bellet aussi, qui m'a beaucoup appris sur l'exercice de ce métier. Comment on rédige une info, enfin voilà, la hiérarchie de l'info, tout ça, lui d'un point de vue plus technique. Et puis voilà, quoi, ça fait déjà pas mal. Avant d'intégrer le groupe TF1, quels souvenirs gardez-vous de vos passages à La Voix du Nord, la Tribune des Nations, le magazine Détective, Radio France Vaucluse, France Inter, France Info et RTL? Déjà, on ne va pas tout mélanger. La Voix du Nord, c'est la rumeur mythique parce que je devais avoir 14 ans et j'ai fait une photo avec mon Instamatique de ma classe en voyage scolaire et gentiment la locale de Béthune dans le Pas-de-Calais a passé la photo avec une légende que j'avais écrite et ça s'est reproduit 2 fois. Donc on ne peut pas appeler ça des débuts à la Voix du Nord, contrairement à ce qui est dit. Par la suite, ça a été un long parcours fait d'un peu de culot, d'un peu de culot, même beaucoup parfois, de ténacité, et puis aussi d'envie de réussir en n'empruntant pas forcément le chemin le plus droit, mais en n'hésitant pas parfois à partir sur des chemins de traverse pour essayer de contourner les obstacles. Donc c'est résumé, c'est très 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 résumé parce que à chaque changement, ça a été une nouvelle aventure, ça a été un nouveau risque, c'était un nouvel apprentissage, ça a été une remise en question, la découverte d'une rédaction différente, des méthodes de travail différentes, enfin bon. Donc à chaque fois, j'avais le sentiment de repartir un peu de zéro, mais en gardant quand même un substrat d'enseignement que j'avais acquis
au fil des années, oui. En 94, vous passez de la radio au petit écran. Comment avez-vous vécu la transition? Assez bien, parce que déjà j'avais une grosse expérience de la présentation à la radio, hein. Locale, France Inter, France Info, RTL, bon, sur des journaux, des tranches horaires, des émissions quand même importantes, le journal inattendu, etc. La matinale. Donc j'étais rodé sur la technique. Après, il fallait maîtriser l'image, la caméra, ce qui est la seule différence finalement. Mais je pense que autant c'est difficile de passer de la télé à la radio, autant c'est assez facile de passer de la radio à la télé. Parce qu'une fois qu'on a maîtrisé la caméra, qu'on sait qu'il faut la regarder, le reste ne change pas beaucoup, à part la cravate qu'on n'a pas à la radio, mais sinon ça ne change pas beaucoup. En revanche, j'ai commencé par LCI rue Olivier de Serres. LCI n'était pas encore dans les locaux de TF1 et donc on était dans TF1 mais sans y être. Donc ça nous donnait une liberté qu'on n'aurait pas eue tout de suite ici. Et puis comme c'était tout neuf, tout nouveau, il n'y avait rien de mythique dans ces locaux, ces plateaux. C'était des plateaux de télé assez innovants d'ailleurs, mais qui n'étaient pas chargés d'histoire. En revanche, quand on arrive à TF1 pour faire le premier journal, et qu'on tombe sur ce plateau quand même qui est impressionnant, qui est mythique, qui a vu passer tous les grands de ce monde, il est bien certain que là, même si on est très habitué à la télé, à la radio, à l'info, tout ce que vous voulez, ça reste quand même impressionnant. Même encore aujourd'hui? Non, moi aujourd'hui, non, j'y pense pas trop. Non, j'y pense pas trop. Franchement, aujourd'hui quand même, heureusement, parce que ça fait quelques centaines de journaux où je suis sur ce plateau qui a évolué d'ailleurs, qui n'est plus le même déjà qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Alors, quelle émotion avez-vous ressenti au moment des lancements de France Info le 1er juin 87 et de LCI le 24 juin 94? France Info, ce qui était intéressant, c'était pas le lancement, c'était la création. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun modèle, aucun exemple, ni en France ni ailleurs, je crois. On a été la première chaîne de radio que je connaisse en Europe, probablement. Aux États-Unis, il y a des chaînes d'infos locales continues, mais très locales, donc on ne peut pas vraiment les comparer. Donc on est vraiment parti d'une feuille blanche, et à la limite, au moment de l'ouverture d'antenne, on était rodé à faire des journaux de 7 minutes avec de petits sonores dedans, avoir la météo derrière, etc. Bon, on était rodé à ça, on s'était beaucoup entraîné. Et puis surtout, ce qu'on avait, le produit qu'on avait créé, il était au point. Enfin, on savait exactement où on mettait les pieds. Donc, et puis on venait de France Inter, on venait d'ailleurs. Donc ça restait de la radio, donc on avait du métier. À part le format qui changeait, le reste, ça restait un micro, un studio. En revanche, LCI, c'était l'image qu'on devait maîtriser, à la fois la sienne et à la fois les images qu'on diffusait. Et dans un schéma assez innovant de junior-senior, il y avait des tandems comme ça dans la salle de préparation autour du plateau. Et c'était intelligent, mais ça c'est Jérôme Bellet qui l'avait imaginé. C'est-à-dire qu'il y avait toujours le senior en face du junior. Le senior faisait le journal de l'heure, le junior le journal de la demi, et comme ça on se parlait, il prenait des conseils, enfin bon, on pouvait échanger, et du coup c'était aussi de la formation qu'on faisait dans ce duo senior-junior. Donc, et puis le LCI, le plateau, encore une fois, n'était pas mythique, hein, c'était un plateau de service, j'ai envie de dire, qu'on a apprivoisé très vite. Il était là, et puis toute la rédaction était autour et servait de décor. Et du coup, on était déjà chez soi. À TF1, on quitte une salle, on quitte son bureau, on quitte une rédaction, on arrive dans une salle de préparation, de fabrication, et ensuite on passe sur le plateau. Tout ça est gardé, fermé, etc. Donc déjà, il y a une procédure qui n'était pas la même, ni à France Info, ni à LCI. Et puis c'était nouveau, donc
Donc on était tout excités de participer à une aventure nouvelle à chaque fois. On était contents, on était très très contents. En 97, vous arrivez à TF1 et depuis 98, vous présentez le journal télévisé en alternance avec Jean-Pierre Pernaut puis Marie-Sophie Lacaro. Évoluer pour la première et plus ancienne chaîne de télévision, qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça représente TF1, ça représente quand même quelque chose d'assez mythique, hein. Et puis on sent peser le poids d'une énorme responsabilité parce que malgré tout, on ne réfléchit pas au nombre de téléspectateurs, mais ce nombre vous impose beaucoup de rigueur, beaucoup de réflexion. Donc c'est d'abord le poids de la responsabilité qu'on ressent. J'ai du mal à le mesurer aujourd'hui parce que ça fait quand même pas mal de temps que je suis là, mais c'est vrai qu'au début, je me souviens quand il m'arrivait de passer dans le couloir devant le bureau de Jean-Pierre, j'étais tout intimidé, et lui dire bonjour, c'était aussi déjà exceptionnel. Alors évidemment, on a conscience au tout début d'accéder à quelque chose de presque inaccessible. Et puis voilà, ça s'est fait. Et après, on s'y fait. Vous avez la particularité de présenter aussi des émissions. Alors, prépare-t-on un JT comme on prépare une émission? Exactement. L'équipe change, les sujets changent, mais là, bon, c'était aussi, pour l'essentiel, c'était des émissions faites avec des images d'infos, hein. Donc on n'était pas trop dépaysés, mais c'est vrai que l'univers des programmes, en tout cas à l'époque, était quand même très différent. Et moi, je tenais à apporter non pas le sérieux journalistique, ça n'a pas de sens, la rigueur journalistique, oui, mais en n'étant pas forcément sérieux. Tout le monde ne l'a pas compris, ça, on me l'a beaucoup reproché, et qu'est-ce qu'un journaliste comme moi allait faire, allait se compromettre, se perdre dans des émissions de prime time quand même, hein, de divertissement et de prime time. D'ailleurs, le seul qui avait fait ça avant moi, c'était Jean-Pierre, avec justement combien ça coûte. Et moi, je suis arrivé derrière, on était les deux seuls à faire ce genre d'exercice. Mais on m'a traité de sous-Pascal Sevran, on m'a traité de tous les noms. Et Libé, Télérama, évidemment, toujours les mêmes. Et puis moi, je n'avais pas conscience de trahir le métier, l'éthique journalistique, dans la mesure où justement j'avais la même rigueur avec les équipes qui préparaient les reportages et les sujets. Donc à partir de ce moment-là, je me sentais coupable de rien. C'est particulier, en fait, ce que vous dites, c'est que un journaliste de JT n'a pas le droit de sortir de cette zone et d'aller tâter le terrain un peu ailleurs. C'est un peu restrictif quelque part. C'est une étiquette qu'on vous met. C'est très français surtout. Les étiquettes qu'on vous colle, en France, on ne peut pas les décoller. C'est très difficile, ouais. Donc, et puis on vous les colle pour la vie, donc on n'a pas le droit de trahir en faisant un pas de côté. Et moi, je sais faire que ça, des pas de côté. Donc, c'est une question de tempérament, mais moi, j'aime l'outil. C'est-à-dire, j'ai aimé la radio, j'aime la télévision, j'aime toujours la radio d'ailleurs, et que je sois dans un rôle d'animateur ou de journaliste ou de présentateur ou de tout ce que vous voulez, cet outil de transmission me passionne. Mais encore une fois, c'est pas être animateur ou être journaliste qui passe devant, c'est l'outil qui passe devant. Et je me sens aussi à l'aise comme animateur que comme journaliste, donc je ne vois pas où est le problème personnellement. Mais juste au niveau de la présentation, est-ce qu'il y a des similitudes ou des différences entre ces deux métiers? Alors, on n'est plus détendu dans les émissions parce qu'en principe, il n'y a rien de... Enfin, là, dans celle que je présentais, plein les yeux, etc., les tantes histoires, on avait parfois des sujets un peu hard, mais voilà, il n'y avait pas que ça, donc on était quand même dans du divertissement. Un journal, ce n'est pas un divertissement. Alors, on peut se montrer parfois un peu divertissant, mais ça n'est pas un divertissement. Et quand on parle des feux, ceux qui ont tout perdu
à cause d'un incendie de forêt, etc., etc. Il y a pas mal de drama quand même dans ce qu'on fait. Puis après, il y a des sujets plus légers où là, on peut retrouver le sourire. Donc c'est ça la différence. Alors que bon, il y aura 20% de légèreté dans un journal et il y aura 80% de légèreté dans une émission. C'est normal. C'est pas la même cible non plus. Non, pas le même horaire, pas le même public, non, c'est très différent. Après tant d'années passées à l'antenne, lorsque vous présentez le journal, qui s'exprime, le journaliste, le citoyen, le père de famille ou l'homme? C'est tous, pas forcément tous en même temps. C'est parfois à la fois en fonction de l'actualité, de l'information. Parfois je réagis d'abord de façon humaine, après je réagis de façon citoyenne, et puis après je prends le recul que doit prendre le journaliste. Alors c'est vraiment en fonction des sujets. Je peux pas m'empêcher, enfin moi je suis pas fait d'un bloc, donc je peux pas m'empêcher d'avoir des réactions humaines, parfois passionnées, parfois émotives, et puis de me dire bon, passer outre cette réaction, c'est le journaliste qui doit s'exprimer dans ce journal. Donc j'essaie de ménager tout ça, sachant que mes premières réactions sont souvent plus humaines que journalistiques, plus citoyennes que journalistiques. Combien de fois, pendant les violences urbaines récentes, je me suis interrogé si j'étais le père de ces gamins, qu'est-ce que je ferais? Donc là, c'était pas le journaliste, c'était le père, visiblement. Enfin voilà, on peut faire jouer ce qu'on est en fonction des moments et de l'analyse qu'on fait d'une information. Et puis après, on finit en journaliste. Selon l'actualité évoquée, est-ce facile de mettre de la distance entre vous et l'info? Non, honnêtement non. C'est pas facile de mettre de la distance entre soi et l'info, parce qu'on n'en est pas moins homme. On en revient à la question précédente, c'est-à-dire qu'il y a un homme derrière le journaliste, accessoirement un citoyen et un père. Bon, accessoirement. Donc la distance, on la met à l'antenne parce que c'est notre rôle. Ça fait partie du métier, mais on la met pas forcément quand on est ici dans ce bureau à discuter de ce qui se passe. Là, on a des réactions souvent d'hommes ou de citoyens d'ailleurs, mais après on traduit ça en journaliste. Donc oui, c'est difficile de pas mettre, enfin c'est difficile de mettre de la distance. On en met, mais à un autre moment, dans un second temps. Quelle place accorder à l'humanité dans un journal télévisé et plus largement dans les médias? L'humain s'exprime dans le choix des reportages, mais encore, l'humain pour moi c'est la valeur d'exemple et la capacité d'être reproduit. C'est-à-dire que l'humain c'est faire le choix de ne pas parler que de ce qui va mal ou que des violences urbaines. C'est faire aussi le portrait d'un jeune agriculteur qui invente des nouvelles méthodes pour essayer de gagner sa vie mieux que ses parents et qui a le courage de reprendre la propriété alors qu'il aurait pu avoir un boulot en ville bien mieux payé, mais non, son attachement à la terre fait qu'il a envie de se battre. Ça pour moi c'est de l'humain. Ça manque un peu dans l'info et nous à chaque fois qu'on peut prendre ces exemples-là, on les prend parce que c'est la traduction de ce qu'est l'humain. L'humain c'est le courage, c'est l'envie d'innover, c'est l'envie de se battre, c'est l'envie d'apprendre, ça passe par là l'humain. L'humain c'est pas que une espèce de faiblesse contemplative face aux misères du monde. Il y a ça, mais on n'est pas là pour ça, donc on est là pour donner des idées, du courage et le moral aux gens, et les informer. Un mot sur l'exercice délicat du direct. Comment gérez-vous la gestion d'un journal télévisé et la pression avant et pendant le live?
Je gère tout ça avec une équipe qui est géniale. Je la compare souvent à un grand orchestre où chacun maîtrise parfaitement son instrument. Mais ça, c'est TF1, hein. Merci TF1. Peut-être que ça existe ailleurs, mais je sais qu'ici, oui, ça existe. Le stress, il est largement partagé par toute l'équipe. Moi, j'en ai que un tout petit bout et encore quand ça va mal, parce que pour le reste, on connaît les partitions, on sait comment il faut faire, on a les clés, on a les codes. Donc, moi, je ne parlerai pas de stress. Un peu de stress quand on voit que tout dérape parce qu'il y a des infos qui viennent d'arriver qui sont capitales et on n'a rien pour les traiter, mais on va y arriver quand même. Alors là, c'est un peu de stress, oui, un peu d'anxiété, oui, mais en règle générale, on est aux commandes d'un avion qu'on connaît par cœur. Alors, presse écrite, radio et télévision, selon vous, quel support médiatique est-il le mieux adapté à l'information? Les trois, en général, chacun a sa fonction. La radio informe. Moi, j'aime beaucoup la radio parce que je trouve que le son dépouillé de l'image excite davantage l'imagination. Et j'aime bien ça. L'image tue l'imagination, mais complète largement l'info. Et souvent, on l'explique mieux parce que ce qu'on voit se passe de commentaires parfois. Et puis la presse écrite, elle est destinée pour moi à prendre du recul. Les presse écrite quotidienne ou news magazine, il y a une étape de recul, d'analyse qui est différente et qu'on ne peut pas avoir en télé en 1 minute 40. On ne fera pas le tour d'un sujet en 1 minute 40. Mais en revanche, on peut dans la presse écrite, dans la presse quotidienne, on peut retrouver le sujet et avoir déjà plus d'explications. Et puis peut-être qu'en arrivant vers le week-end, un news magazine va prendre carrément du recul par rapport à tout ça et va poser les faits en termes de société. Donc chacun a sa place. D'après vous, quelles sont les qualités fondamentales pour être un excellent journaliste et présentateur? Déjà, journaliste, c'est la curiosité, c'est essentiel. C'est l'amour de la langue, amour et respect forcément de la langue, et puis aimer écrire, parce que même radio ou télé, c'est d'abord de l'écriture. Donc aimer écrire. Donc, ouais, tout ça a une curiosité tous azimuts qui fait que on n'a pas le droit de se dire ce domaine-là, ça ne m'intéresse pas. Moi, le foot, par exemple, je ne suis pas passionné. Je regarde un peu quand c'est des grands matchs, mais c'est vrai que je ne suis pas passionné. Mais je fais en sorte de l'être, d'être allé en voir dans des grands matchs, dans des grands stades. Idem pour le rugby, pour le tennis, pour tout ça, pour mieux comprendre ce qui se passe, pas tellement sur le court ou pas tellement sur le terrain, ce qui se passe tout autour, c'est-à-dire prendre la température, pouvoir décrire les choses avec des mots plus justes. C'est ça le boulot d'un journaliste. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, face à la concurrence des plateformes digitales, comment un média traditionnel peut-il rester performant? C'est la question qui se pose aujourd'hui, hein. C'est-à-dire comment est-ce que les jeunes regardent encore la télé? J'en suis pas sûr. Parce qu'on n'est pas allé les chercher plus tôt. On a attendu qu'il y ait cette concurrence pour se dire, mais si on allait chercher les jeunes qui ne regardent plus beaucoup la télé, bah oui, mais il fallait y penser un peu avant. Déjà, c'est jamais trop tard, parce que une fois que les sources sont saturées, on en revient à d'autres sources et quand même les réactions sont quand même rapides. Dans les chaînes comme TF1, c'est rapide. Et puis il y a une diversification horizontale, c'est-à-dire qu'il faut additionner TF1, LCI, Histoire, Ushuaïa, bref, TMC, toutes les chaînes du groupe. Et c'est l'ensemble du groupe qui a un vrai poids aujourd'hui, et en termes d'information et en termes économiques. Donc ça aussi, il faut en tenir compte. Avant, il y avait TF1, point.
parlait que de ça. Donc c'était différent. Après, il y a différents modes de réception. Il m'arrive souvent de regarder le journal sur mon téléphone, bon, ou sur mon ordinateur, ou en différé, ou en léger différé, ou bon, voilà. Donc tout ça, il faut le comptabiliser. Est-ce que si on comptabilise tout ça, on a beaucoup perdu? Je ne pense pas. Je ne suis pas sûr. Mais en revanche, qu'il faille s'adapter à de nouveaux, pour aller chercher de nouveaux publics, ça c'est obligatoire. Journaliste, présentateur, directeur adjoint à la rédaction et producteur, qu'est-ce qui vous plaît dans ces différentes fonctions? Alors moi, ce qui me plaît dans les différentes fonctions que j'ai eues, que j'ai pu avoir, c'est la conception du journal et sa présentation. C'est deux métiers. Vrai métier de journaliste, c'est de concevoir un journal, et qu'est-ce qu'on met dedans, et comment, et pourquoi, et etc., etc. Et quel angle, et comment on y revient, comment on n'y revient pas, pourquoi, bon bref. C'est les 1000 questions qu'on se pose en permanence sur tout. Et après, une fois que ça c'est prêt, le présenter, c'est un exercice de show. Hein. Comme j'aime bien ça, c'est l'animateur qui se met un peu au boulot à ce moment-là, quoi. C'est le journaliste a travaillé avant et l'animateur travaille pendant. Voilà. Donc ça, j'aime les deux. J'aime ces deux moments-là. Plus tôt, vous avez parlé de messieurs François Chalet, Jacques Paoli, Jérôme Bellet. Y a-t-il d'autres personnes qui ont contribué à l'évolution de votre carrière? Qui m'ont appris le métier? Oui, Philippe Labro, par exemple, j'ai oublié de le citer, mais lui, oui. Y a-t-il le général Pierre-Marie Gallois? Ah oui, mais lui, c'était autre chose. Lui, il était conseiller de Marcel Dassault, grand militaire avion de l'armée de l'air, avait participé au blocus de Berlin, avait instruit le général de Gaulle pendant sa traversée du désert au fameux hôtel devant le Bon Marché, l'hôtel, Lutetia. À l'hôtel Lutetia où de Gaulle descendait régulièrement en venant de Colombey. Et Pierre-Marie Gallois arrivait avec son tableau et expliquait en quoi l'arme nucléaire allait permettre une dissuasion qui déboucherait sur la paix, etc. Sur l'équilibre de la terreur, comme on disait. Et Pierre-Marie Gallois était enseignant, enfin si on peut dire, au Centre d'études politiques de défense de la Sorbonne, dans lequel je suis entré en 3e cycle, et je me suis pris de passion pour ce qu'il nous racontait, pour les choses militaires, et pour lui, parce que c'est un homme d'une envergure incroyable, et qui recevait chez lui Henry Kissinger à chaque fois qu'il venait à Paris, enfin bon, et qui conseillait Marcel Dassault. Il nous en a raconté des histoires incroyables. Et puis c'était quelqu'un d'extrêmement généreux, qui avait envie de donner aux jeunes, enfin bon, il est décédé maintenant, mais c'est alors, par rapport à mon métier de journaliste, il ne m'a pas apporté directement quelque chose, il m'a apporté quelque chose dans ma connaissance de certaines choses militaires, mais qui ont toujours une répercussion, une résonance sur les choses de la vie. Donc oui, c'est un grand monsieur. En plus de vos activités médiatiques, vous êtes aussi auteur. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette fonction? C'est de se poser dans le silence. Et justement, c'est l'inverse du métier de journaliste, de présentateur de journaux. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le timing, le fait de faire exactement le temps nécessaire. On n'est pas dans l'urgence. On est dans la réflexion, on se pose et on se dit tiens, qu'est-ce que j'aimerais raconter? Et le début de l'accouchement est toujours extrêmement difficile, dur. J'y arriverai pas, j'ai pas d'idée, je sais pas, machin, ça. Puis quand on commence à en avoir, après on peut plus s'arrêter. C'est-à-dire que on a envie d'écrire. On garde une poire pour la soif pour le lendemain. Ça, non, c'est pour demain, alors on le note à côté. Enfin, il y a un côté travail au long cours qui est l'inverse du métier de journaliste où c'est toujours très court. Et c'est toujours tout de suite. Donc là, non, c'est pas tout de suite. Donc ça fait du bien.
Écrire, c'est bien connu que pour extérioriser et exprimer ses émotions. Alors retrouve-t-on le vrai Jacques Legros dans vos écrits? Ah oui, clairement. Oui, oui. Un peu à l'image comme Michel Berger qui délivrait des messages personnels. Oui, moi c'est pas pour ma mère, mais ni pour Véronique Sanson. Et oui, c'est-à-dire qu'on voit comment je suis en vrai. Oui, je pense. Aussi pour laisser une trace de vous? Non, je n'ai pas de traces à laisser. Les traces elles disparaissent très très vite. Vous êtes bien dur avec vous. Ah non, c'est une réalité de la vie. On est très très vite oublié. Et voilà. Quand on est encore auteur, compositeur, interprète, vos chansons continuent à être chantées, jouées longtemps après, ou dans des films, vos rôles continuent à exister après vous, etc. Et quand on est journaliste, une fois qu'on est mort, on passe une nécro de vous avec les meilleurs moments de votre métier et basta. Et 2 jours après, c'est fini, quoi. J'espère que on vous garde en mémoire un peu plus longtemps que ça quand même. Bon. Ouais, si on vous le rappelle, vous allez dire ah oui, c'est vrai. Et si on ne vous le rappelle pas, Michel Berger, ou, je sais pas moi, ou n'importe quel chanteur à succès, même Mike Brandt, qui n'a pas fait une carrière fulgurante, Mike Brandt, t'as l'impression qu'il vit toujours. Je suis pas sûr que François Chalet, que je citais, et qui est décédé aujourd'hui, on leur demande, ils ne connaissent pas. Bon, en tout cas, ça fait un beau rappel aujourd'hui. Oui, Alors, un mot sur votre prochain livre que vous allez coécrire avec la philosophe Laura Lange. oui, il faudrait que je m'y remette un peu, parce que là, il n'a pas beaucoup avancé. Donc, je suis assez étonné que Laura m'engueule pas, d'ailleurs. Mais là, c'est 10 sujets de société très très brûlants, très très d'aujourd'hui, qu'on passe à la moulinette, elle, d'une philosophe moderne et du quotidien, et moi avec mon point de vue de celui qui est obligé de produire dans les journaux, de parler de ces sujets, mais avec un regard de journaliste. Elle peut toujours dire moi je suis philosophe, moi je peux pas, je suis journaliste, donc je suis au turbin. Donc voilà, et c'est très marrant parce que ça fait des échanges. Ce qu'on a déjà écrit est assez intéressant, je trouve. Ouais. Là, c'est une idée qu'on avait depuis longtemps avec Laura, parce que j'aimais bien ses points de vue, et que c'est moi qui lui dis, mais si on faisait un bouquin, ah oui, c'est une bonne idée, machin, voilà, c'est parti comme ça. Hein. Voilà. Puis qu'elle avait fait de la télé, donc, c'était quelqu'un qui déjà avait une vision. On sortait de l'épreuve de philo du bac, quoi. On était les 2 pieds dans la vie quotidienne, la vraie vie. L'idée m'était venue aussi quand j'avais créé sur LCI La vie des idées, et en demandant à des philosophes réputés de parler, de débattre, d'analyser les sujets d'actualité, et non pas de se référer à Kant, Hegel, machin, mais d'avoir un point de vue différent de l'expert, du journaliste, du chroniqueur, avoir un point de vue de philosophe. Et d'ailleurs, je vois qu'aujourd'hui, on interroge souvent des philosophes sur l'actualité, et c'est tant mieux. Et c'est un peu de là qu'est née cette idée avec Laura Lange. Pour le moment, êtes-vous satisfait par votre carrière? On peut toujours faire mieux, hein, mais on peut toujours faire pire. Donc je fais avec. Quels sont vos plus beaux souvenirs ou vos plus belles rencontres? Oh là là, il y en a eu tellement. Il y en a eu tellement, et pas toutes belles, mais il y en a eu beaucoup de belles. Les rencontres et les souvenirs, ça se recoupe. Quand elle m'a plu, que je l'ai senti sincère, ne jouant pas le jeu de la caméra et du micro, c'est finissant par l'oublier pour se livrer vraiment. Et ça, oui, une ancienne déportée, il y en a eu tellement. Mais ça, oui, c'était des moments forts qui m'ont bouleversé, qui m'ont marqué. Et c'est pour ça que je pense directement à ça. Oui, oui. Oui, les rencontres aussi sûrement. Il n'y a rien qui me vient à l'esprit là. Mais oui, il y en a eu.
Dans l'avenir, si vous avez la possibilité, quelle personnalité aimeriez-vous interviewer? Un artiste qui a d'autres choses à dire qu'à travers son art et qui a un regard sensible sur la société sans être utopiste et sans être béni oui ni militant. Ça c'est très compliqué. Le conflit aujourd'hui entre Juliette Armanet, que j'aime beaucoup comme musicienne, et Michel Sardou, enfin quand elle l'a traîné un peu dans la boue quand même, il faut le dire, je trouve ça indécent de la part d'un artiste, ça n'a aucun intérêt. On s'en fout de ce que Juliette Armanet pense de Sardou, et puis voilà, il y a plein de gens qui aiment les chansons de Sardou qui sont très belles. C'est un monument, comme Charles Aznavour, comme tant d'autres, d'une autre époque que Madame Armanet. Mais voilà, donc qu'ils fassent de la musique, puis c'est tout, quoi. Bon, donc j'aimerais rencontrer effectivement aujourd'hui un artiste capable de dépasser tout ça et d'avoir un vrai jugement d'artiste engagé dans sa musique. Voilà. La musique, ça reste pour moi l'art majeur. Vous êtes un autodidacte, alors quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui désirent suivre vos pas? Ah bah, de surtout pas faire comme moi. Alors, autodidacte en termes de journalisme. Oui. Préparer une école de journalisme, parce qu'aujourd'hui, sans ça, c'est compliqué. Je dis pas qu'on peut pas y arriver, hein, mais c'est compliqué. Déjà, moi, ça n'a pas été simple. Et j'ai failli justement pas y arriver à cause de ça. Donc, qui se montrent curieux tout de suite, qui essaient de collaborer à des petits journaux de lycée, de municipalités, etc., pour montrer qu'ils ont vraiment envie de le faire, ce métier, et puis d'essayer d'avoir une culture générale la plus large possible, c'est-à-dire sans éluder un domaine, et même si la science les gonfle, il faut qu'ils s'y intéressent, parce que c'est important. D'être parfaitement bilingue, donc d'aller très très vite à l'étranger, parler une autre langue, si possible l'anglais, et puis de se préparer au concours d'entrée de ces écoles qui sont difficiles aujourd'hui, en acquérant un maximum de culture générale. Voilà. Petit aparté, si vous le permettez, concernant votre famille, quel regard portent vos proches sur votre carrière? Sont-ils fiers de vous? Je pense que oui. Oui, point barre. Oui. Pas un sentiment en particulier, par exemple, pour vos parents? Ils sont décédés depuis très longtemps. Ils ne savent même pas que je fais de la télé. Enfin, ils n'ont pas su que je faisais de la télé. Pardon pour la question, ils sont décédés avant que votre carrière... Quand j'étais à la radio. D'accord. Donc vous avez quand même les prémices de votre volonté. Oui, non, mais ils ont su ce que je faisais, mais bon, ils n'ont pas eu la suite. Non, c'est... On est dans une normalité. Ce métier n'a rien d'exceptionnel. C'est un métier d'artisan. On est des artisans de l'info, donc on prend pour un artisan. Voilà. C'est tout. Il n'y a rien qui va plus loin que ça. En même temps, vous faites partie du quotidien des Français, des personnes qui vous regardent. Ça, je sais bien, mais justement, il faut rester comme eux. Il faut pas commencer à se croire à part. On n'est pas à part du tout. C'est tout. On leur dit bonjour tous les jours et voilà, c'est tout. Qu'ils soient 3, ils sont 5 millions. Et ça change. Au fond, ça change pas grand-chose. Ça ne change rien. Que ce soit pour 30 ou 5 millions de personnes, il faut faire preuve de la même rigueur, de la même humilité, de la même, toutes ces qualités là dont on parlait. Il faut pas. Non, voilà, il faut rester soi, il faut rester normal. Ça me paraît tellement évident. On se dit, il y en a tellement qui tombent dans le piège. C'est vrai que vous avez raison de poser la question. C'est beau d'entendre aussi votre vision du journalisme et du métier, qui est beaucoup plus humble que certains médias peuvent retranscrire ou faire passer comme info. Oui, je le vois, je l'entends, je le sais, mais... Mais là, que ça vienne de vous, c'est plus touchant du coup.
Ah bon? C'est un métier compliqué, hein, parce qu'il n'y a jamais de certitude. Mm. On travaille sur de l'humain, on travaille vite, et dans tout ça, il faut qu'on soit hyper sérieux, crédible. Enfin, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il faut aller vite, il faut l'esprit clair, il faut le recul nécessaire. On en parle, on n'en parle pas, quel est le risque? Ce matin, les gendarmes n'ont pas voulu nous laisser passer. Est-ce qu'on force quand même? Non, non, on force pas. Voilà. Enfin bon, c'est autant de sujets, autant de problèmes à régler, d'équipes à manager, enfin voilà, et d'incertitudes sur le résultat final. Plutôt, vous disiez que les journalistes, on s'en souvient pas forcément de leur nom, mais parfois, quand même, on les garde en nous, parce qu'il y a des noms, il y a des voix qui restent. Comme C'est vrai. ici, nous sommes à TF1, il y en a une pour moi qui est marquante, c'est Thierry Gilardi. Mm. Même s'il est passé à Canal+ aussi, c'est quand même une des voix importantes, et Ah oui. on s'en souvient encore. Mm. Et donc je me dis que, au-delà de bien faire son travail, c'est l'humain qui reste. Donc quelque part, on laisse une trace pour ceux qui nous ont appréciés, Oui. qui ont apprécié notre Oui, façon d'être. Donc, pour quelques-uns, oui. Thierry, on était à France Inter ensemble, puis à TF1. Pour nous, oui, évidemment. Pour nous, oui. Bah, comme pour Jean-Pierre Pernaut et d'autres qui oui, nous ont Jean-Pierre quittés Gérard Leclerc. aussi. Ça reste Mais- une grande famille quelque part. Oui, 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 oui. Mais enfin, c'est une mémoire corporatiste. Mm. C'est pas tout le monde. Ça, c'est la vie aussi. Oui, je sais bien, mais je veux dire, les journaux qu'a présenté Gérard Leclerc, on va pas aller les revoir au cinéma. Mm. On va pas les écouter à la radio. Dans 10 ans, on les écoutera pas non plus. C'est ça que je veux dire par rapport à des créateurs vrais, des artistes, qui eux survivront. Gainsbourg, on l'écoute encore. Enfin, je veux dire, avec autant d'intérêt et d'émotion. Donc, non, non, il n'y a que l'art qui peut survivre. Ou le souvenir de la personne. Quel souvenir? On laisse toujours une trace de soi, Ouais. humainement, intellectuellement. Même si notre art n'existe plus, n'est plus visible, on garde en mémoire la personne. Il y a le souvenir de sa trace, de sa voix, de ses mots. Après, c'est bien évidemment, c'est par rapport à la personne, à sa sensibilité. Mais une génération pousse l'autre. C'est vrai. Après, c'est à nous de garder ce mémoire Oui, oui, je intact sais des bien, aïeux. c'est bien. Enfin, vous prenez un des collégiens aujourd'hui, je suis pas sûr qu'ils connaissent le général de Gaulle. Hein. Puis ils savent des choses que moi je sais pas. Donc voilà, les générations balayent l'histoire. Alors si on est dans l'histoire, évidemment, on survit. Ça c'est clair. Et si on est dans la production artistique, on survit. Rodin, ça sera toujours Rodin. Et Louis XIV, Louis XIV. Après, voilà. Mais ça, on appelle ça l'histoire. L'histoire de l'art, l'histoire tout court. Nous, on n'est pas dans l'histoire. On n'a rien. Mais rien. Ça vous fait peur, ça? Ça m'est complètement égal. Ça va, vous le prenez bien. Bah, je le prends devant, j'ai pas le choix. Et ensuite, oui, je le prends. C'est un peu triste quand même de se dire que tout ce qu'on fait, ces heures de travail, ces heures d'antenne, finalement, ça va se réduire à de la poussière plus tard. Qu'à part quelques personnes vont se souvenir de notre passage Je après. suis pas là pour vivre dans le souvenir du passé. Ça, c'est bien ça. Voilà, j'aurais fait le job et du mieux possible et puis c'est tout. Hein. Ça, c'est le plus important d'ailleurs. Bah oui, oui, après, c'est la descendance qui compte. Votre autre passion dans la vie, c'est le vin. Oui, Vous êtes devenu viticulteur par... par plaisir. C'est le plaisir, c'est du plaisir d'abord. C'est l'amour du vin, de la vigne, des vignobles, des vignerons, de tout cet univers de travail, de labeur, de risque, de science en même temps que le côté artistique, parce que le vin, ça reste aussi une œuvre d'artiste. Voilà, les pays de vignobles, je les trouve très beaux. Les vendanges, c'est des moments particuliers, l'élevage du vin, les assemblages avec cette science, du goût. Non, non, c'est un univers très sympa. Viticulteur, un rêve devenu réalité. Oui, pas très longtemps.
Avez-vous réalisé tous vos rêves et en avez-vous des nouveaux? J'ai que ça. Que ça? Ouais, tous les jours. C'est un beau rêve, celui-ci. Bah, des beaux, oui, en général, j'essaye, sinon c'est des cauchemars, hein. Mm. Mais j'en ai aussi. Mais oui, des rêves, des envies, des envies de faire, de créer, voilà, des envies de bouger, des envies de découvrir, des envies de rencontrer, des envies de... Oui, ça j'en ai tout le temps. C'est un beau moteur. À l'antenne, vous êtes bienveillant et humaniste, et en tant que viticulteur, vous avez la particularité d'être un défenseur des petits viticulteurs. Est-ce cela la patte Jacques Le Gros? Oui, peut-être, peut-être. Bah, les petits m'intéressent plus que les gros, hein, parce que souvent, alors, ils sont pas tous, au mieux de ce qu'on peut attendre d'eux, mais il y en a beaucoup qui se battent, et avec des idées, avec un vin qui leur ressemble. C'est-à-dire qu'ils font pas un produit, ils font leur vin. Et ça, je trouve ça touchant, parce que c'est vrai que le vin leur ressemble. J'ai une phrase que j'aime bien employer avec les gens de l'avenue des Vins, c'est le vin à la gueule de celui qui le fait. Mm. Et du coup, le voir, le rencontrer, le faire parler, l'écouter, visiter ses chais, aller voir son vignoble, moi je sais déjà quel vin il fait. Mm. Pas goûter, mais je le sais. Et je me trompe quasiment jamais. Parce que voilà, il fait le vin qui lui ressemble. Le vôtre, il ressemblait à quoi? C'est un mélange de simplicité, d'harmonie, de jeunesse. Je déteste les vins vieux. De jeunesse, de fraîcheur. Voilà, c'est quelque chose qui envahit la bouche et la contente. Ouais. C'est une belle définition de votre vin. Ouais. Il portait quel nom? C'était Château Cantelose à l'époque. Et plutôt, vous avez cité la marque Avenue des Vins, qui est votre site. Ouais. C'est marrant de vous retrouver sur une autre partie, Ouais. plus liée à la terre, du coup, Ouais. qui vous ressemble aussi. Hein. C'est Ouais. le côté humain, bienveillance qui Ouais. vous caractérise. Ça, c'est important de vous voir aussi sur ce nouveau jour, hein, si je puis dire. Enfin, pour conclure l'interview, que pouvons-nous vous souhaiter pour l'avenir? Que je reste suffisamment en forme pour réaliser encore quelques rêves. Je vous le souhaite. Ah, merci. Je vous remercie, cher monsieur Jacques Le Gros, pour cette très belle interview. Merci à vous.